Cette depuis conférence va maintenant être enregistrée. et je suis responsable du service d'hygiène, par contre, depuis 2 ans. Donc sur le centre hospitalier de Moulins-Isère. Et donc, en fait, je vous ai fait une courte présentation sur la problématique qu'on a rencontrée cet été sur l'établissement. Et donc, si, ah ouais. Donc, je vous présente d'abord en fait la chronologie des alertes. Donc, en fait, le 10 août, notre laboratoire nous informe de non-conformités importantes sur des prélèvements de surface du linge et textiles d'entretien. Donc, dans notre blanchisserie, donc en fait, c'est un GCS qui est indépendant, mais il est hébergé en fait sur notre site Deezer. Et donc, quand on reçoit les rapports définitifs, on a 12 points sur 19 avec plus de 25 unités formant colonie pour 25 cm². Ils sont rendus en germes de l'environnement non pathogènes et parmi ces 12 points, on a 7 points avec plus de 50 unités formant colonie. On a uniquement 4 points en valeur cible à moins de 12 unités formant colonie. Et parmi ces 4 points, en fait, on a 3 points qui correspondent aux lavettes utilisées au bloc opératoire qui subissent un traitement à part du reste, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas dans notre tunnel de lavage et qui, elles, sont à 0 unité formant colonie. Donc, en résumé, on a une contamination importante de notre linge et de textiles d'entretien, sauf donc les textiles d'entretien traités hors tunnel, les fameuses lavettes. Et donc, on apprendra par la suite la présence de Bacilles Gram+, vraisemblablement des colonies de Bacillus, que en fait, notre laboratoire rendait systématiquement non pathogènes, y compris pour les textiles d'entretien à l'époque. Mais on n'a pas uniquement, a priori, du Bacillus, on a une flore polymicrobienne. Par la suite, donc on est au 23 août, je reviens de congé et notre laboratoire, cette fois-ci, nous informe d'une augmentation d'hémoculture positive à Bacillus sur l'été. Et donc, par comparaison, en fait, sur l'été 2021, on a 2 hémocultures positives à Bacillus cereus. Et sur la même période, donc sur l'été 2022, là jusqu'au 23 août, on a 8 hémocultures positives, dont 6 à Bacillus cereus. Donc, ça nous fait une multiplication par 4 des hémocultures à Bacillus par rapport à l'année précédente et une multiplication par 3 des hémocultures à Bacillus cereus. Et puis, notre biologiste m'informe que l'identification des bacillus est externalisée parce qu'on n'a pas de spectre de masse sur l'établissement. Et elle me précise quand même qu'il est difficile d'identifier formellement l'espèce dans le genre Bacillus. Donc, en gros, elle me dit un petit doute sur les 2 autres, là, les Vion stephanensis et Pumilus. On continue. Donc, le 8 septembre, cette fois-ci, notre laboratoire nous informe de non-conformités importantes sur les prélèvements de surface au bloc opératoire. Donc, c'est des prélèvements de surface de routine. Donc, on avait prélevé 3 salles, la 1, la 2, la 6, on a 8 salles en tout. Et donc, quand on reçoit les rapports définitifs, on a effectivement pour 2 salles, la salle 1 et 2, une majorité de points en valeur action. En tout cas, pour la salle 1, on a 6 points sur 8 en valeur action, dont 3 points où on est supérieur à 100 unités formant colonie. Pour la salle 2, on a la moitié des points à plus de 5 unités formant colonie, dont 2 points à plus de 100. Et notre salle 6, par contre, elle est en valeur cible. Et le laboratoire nous précise qu'il y a des colonies de bacillus, dont Bacillus cereus et des apparentés, des pénibacillus. Donc 4 points sur 8 en salle 1, 3 points sur 8 en salle 2, 3 points sur 8 en salle 6, mais à moins de 5 unités formant colonie pour cette dernière salle. Donc, on a une contamination importante dans 2 salles d'intervention sur les 3 prélevés et on a la notion de colonie de Bacillus cereus. Et donc, on rappelle que, donc, par contre, les lavettes de bloc qui sont utilisées au bloc sont exemptes de bacillus lors du dernier contrôle en blanchisserie et même lors des précédents contrôles de l'année. Donc, avec tous ces éléments, par rapport aux hémocultures positives, donc on va analyser les dossiers patients. Et donc, sur les 8 hémocultures positives, en fait, on en a dans plusieurs services puisqu'il y a 7 services concernés. Et quand on étudie les dossiers, a priori, dans 2 cas sur 8, c'est des infections locales sur PICC line à Bacillus cereus, mais qui sont communautaires, c'est des prélèvements à l'admission. Et puis, dans 6 cas sur 8, c'est plutôt des contaminations vraisemblables du prélèvement
Et dans ces 6 cas, on a 4 Bacillus cereus. Alors, c'est vrai que les dossiers étaient pas forcément très clairs. En plus, on avait eu un changement de DPI récent, et donc il y avait quand même on sait qu'il y a eu des problématiques dans la traçabilité de certaines données. Mais donc, a priori, on était plutôt sur des contaminations vraisemblables du prélèvement par rapport à la clinique, etc. Il faut savoir en tout cas que 5 étaient prélevés dans les 48 heures de l'admission, et heureusement, on n'a pas eu de décès. Donc, suite aux non-conformités qu'on a rencontrées au bloc, on a fait une analyse des pratiques sur le bio-nettoyage, et puis, donc on n'a rien à signaler. La personne qui a effectué le bio-nettoyage à ce moment-là, c'était une ancienne, elle est formée, elle a respecté les concentrations de DD, etc. Mais suite donc aux résultats qu'on avait, on a décidé d'un entretien avec un DD sporicide, avec l'oxyflore, lors d'un grand ménage, entre guillemets, annuel, et on l'a fait dans l'ensemble des salles. Il se trouve que le grand ménage, en fait, il était prévu dans la semaine. Donc, pour les 2 salles contaminées, on l'a fait plus tôt, quelques jours plus tôt. Et puis, on a fait des prélèvements de contrôle donc, sur les surfaces. Donc, on a fait toutes les salles d'intervention, et puis pour rassurer. Et puis, on a également fait des prélèvements des lavets stockés au bloc, puisqu'on avait vu qu'en blanchisserie, on n'avait pas de problème, mais on s'est posé la question au niveau du stockage et après la blanchisserie. Donc, on a prélevé les 8 salles et puis 4 lavettes des 2 côtés de notre bloc, 2 lavettes d'un côté, puisqu'il y avait 2 locales de stockage. Et donc, les prélèvements de contrôle, quand on reçoit les résultats, en fait, on est revenu en valeur cible. L'ensemble des points, on est à moins de 5 unités formes en colonie. Mais les seuls germes qui persistent dans ces 5 unités formes en colonie, on a des bacillus, dont Bacillus cereus, et des apparentés. Par contre, pour les lavettes stockées donc au bloc, elles reviennent à 0 unité forme en colonie. Donc, pas d'inquiétude sur ces lavettes. Après, donc suite aux non-conformités sur les prélèvements en blanchisserie, donc on a fait une recherche des causes de la contamination donc du linge et des textiles d'entretien. Donc, on a analysé les pratiques avec la blanchisserie, et puis on a fait des prélèvements pour confirmer et infirmer nos hypothèses. Et donc, tout ça a donné lieu à des actions d'amélioration ponctuelles ou pérennes, donc au niveau du tunnel de lavage, où passe la majorité du linge et des textiles d'entretien, des surfaces en contact avec le linge, des surfaces en général, de l'eau, de l'air. Donc, on a des premières actions en blanchisserie ont débuté en août, et donc la dernière action a eu lieu en novembre. Donc, ça s'est quand même étalé sur plusieurs semaines. Entre-temps, donc en septembre, le CLIN décide d'un passage aux lavettes à usage unique dans les services les plus à risque. Donc, on en a mis en néonat, en réa, en onco, au bloc interventionnel, au bloc cardio. Et puis, au niveau du bloc, on a conservé les lavettes qui étaient traitées à part dans des laveurs à part du tunnel. Et puis, on l'a combiné à un entretien des sols et surfaces hautes avec un DD sporicide 2 fois par semaine. Et donc, il a fallu plusieurs actions successives et plusieurs séries de prélèvements de contrôle pour réussir à maîtriser l'événement. Et donc, j'ai essayé de vous reprendre les principales actions menées donc, entre le 10 août, là où on a eu les prélèvements non conformes en blanchisserie, et le 19 septembre, les premiers prélèvements de contrôle. Donc, alors après, c'est vraiment les principales actions, mais au niveau du tunnel de lavage, il y a eu une vérification et un ajustement des paramètres. Donc, ils ont vérifié la calibration des pompes doseuses. Parce que je rappelle qu'on avait une problématique de contamination, mais pas que de bacillus. C'était quand même, il y avait toutes sortes de bactéries, mais plutôt de l'environnement. Donc, ils ont réajusté la température de lavage, ils ont augmenté une concentration de désinfectants, et puis ils ont fait successivement une désinfection thermique puis chimique du tunnel. Ils ont aussi abandonné une pratique, c'est qu'ils avaient l'habitude en fait, le week-end, de laisser du linge dans le tunnel. Et donc, ça repartait le lundi avec du linge qui avait été laissé dans le tunnel tout le week-end. Au niveau de l'air, entre guillemets,
ils ont supprimé, alors j'ai mis climatiseur parce que j'ai toujours pas vraiment compris ce que c'était, j'ai pas eu accès au doc, mais en tout cas, quand nous on est passé suite à ces non-conformités en blanchisserie et qu'on a travaillé avec eux, ils avaient installé depuis début août des énormes sortes de climatiseurs qui brassaient beaucoup d'air, qui n'avaient pas de maintenance et qui, ça faisait un gros mètre cube et qui était déjà pas très propre. Et puis on savait, comme c'est des anciens locaux non climatisés et qu'avec cet été caniculaire, ils ouvraient les fenêtres en permanence à la blanchisserie, y compris en zone propre. Pour tout ce qui est surface en contact avec le linge, donc c'est pareil, on a réajusté des choses puisqu'on s'est rendu compte qu'ils ne respectaient pas du tout la concentration de DD. Ils n'avaient pas de personnes dédiées, il n'y avait pas de traçabilité, etc. Donc, ils ont réajusté le bio-nettoyage. Et puis, donc, au niveau du linge et textile d'entretien, donc, on a refait des prélèvements de contrôle. Et donc, on en est au 19 septembre et on a toujours au 19 septembre 4 points en valeur action à plus de 25 unités formant colonie. Et puis, donc, on a 8 points en valeur cible, mais tout ce qui pousse, c'est en grande majorité des bacillus. On a toujours les lavettes de bloc opératoire qui sont toujours à 0. Donc, en fait, en résumé, on a une contamination en baisse, mais une persistance donc principalement de bacillus, dont Bacillus cereus et les apparentés. Donc, la blanchisserie a continué à faire des actions. Donc, tout ce qui est pour la surface en contact avec le linge, au final, c'est vraiment à ce moment-là qu'ils ont vraiment réussi à avoir une personne dédiée. Ils ont augmenté les fréquences, ils ont commencé à tracer. Et puis, ils ont utilisé donc, de l'oxyflore pendant 2 semaines, sachant qu'ils auraient dû le commencer avant, mais bon, j'ai appris qu'ils ne l'avaient pas encore commencé. Pour les surfaces en général, ils ont décidé d'un entretien complet de la structure qui n'avait pas été fait depuis très longtemps, donc qui consistait en dépoussiérage de la structure et après un entretien avec donc, des desporicides. Au niveau du tunnel, ils ont fait une nouvelle désinfection chimique qu'ils ont cette fois combinée à une action mécanique, c'est-à-dire que dans les actions précédentes, ça avait été fait à vide. Et donc là, ils ont utilisé du linge réformé pour avoir une action mécanique lors de cette action. Et puis, on a décidé à ce moment-là, en octobre, de faire des prélèvements d'eau pour vérifier justement quand même si ça venait pas de l'eau. Et donc, on a prélevé donc 5 prélèvements, donc 3 prélèvements qui correspondent à des eaux d'arrivée sur le site teaser, donc les 3 premières lignes. Et puis, on a prélevé de l'eau à l'arrivée du tunnel. Et puis, on a prélevé l'eau de la presse. Il faut savoir que l'eau de la presse est recyclée dans les premiers compartiments du tunnel. Et donc, quand on reçoit les résultats, comme vous le voyez, on a quand même une contamination et on a la notion de Bacillus cereus, mais malheureusement, ils ne nous ont pas quantifié les quantités, ils avaient jeté les éleveuses. Donc, mais on l'a uniquement dans l'eau de la presse. Donc, en résumé, on a du Bacillus cereus dans l'eau de la presse. Donc, à la suite de ça, donc la blanchisserie a quand même décidé de faire un choc chloré sur le réseau, alors qu'on n'avait a priori pas de bacillus dans l'eau d'arrivée, ni dans l'eau d'arrivée du tunnel. Mais en gros, ils l'avaient planifié avant et ils ont voulu le maintenir. Et puis, par contre, on a rajouté l'entretien du bac de récupération d'eau de la presse avec un DD sporicide. Et puis, on a fait un arrêt ponctuel, malheureusement, du recyclage de l'eau de presse. Et puis, on a fait des prélèvements de contrôle. Et donc, cette fois-ci, on est au 24 octobre. Et donc, au 24 octobre, on a une unité, non pas une unité, un point sur 17 qui est toujours à plus de 25 unités formant colonie. Et puis, donc, 14 points en valeur cible. Et donc, il y a encore une majorité de points. Dans tout ce qui pousse, il y a encore du bacillus. Donc, on a quand même une contamination en forte baisse, mais une persistance principalement de bacillus et apparentés. Et donc là, on arrive dans les dernières actions menées, donc entre le 24 octobre et le 14 novembre. Donc,
En fait, ils ont, au niveau des surfaces en contact avec le linge, ils avaient oublié d'entretenir, donc avec des desporicides, les chariots de transport du linge, tout le linge qui passait en séchoir. Et puis, on a refait des prélèvements de contrôle. Donc, le 14 novembre, eh bien, pour le coup, là, on a 13 points sur 13, donc 100% en valeur cible, à moins de 12 unités formant colonie. Il reste un point avec une unité de formant colonie de bacillus, donc c'était sur un drap, mais l'espèce n'a pas pu être identifiée. Donc, on a quand même un retour à la normale. Concernant l'eau, on a également, juste le lendemain, fait un prélèvement de contrôle d'eau de la presse. Et puis, donc, cette fois-ci, on n'a plus de Bacillus cereus. Par contre, on a une Klebsielle, bon. Mais on n'a plus notre Bacillus cereus. Donc là, après, je vous ai fait une diapo sur en fait, le bilan des hémocultures positives à Bacillus sur cette période. Donc, la dernière hémoculture positive qu'on a eue, c'était le 26 octobre. Donc, en tout, on en a eu 13, donc soit 5 de plus qu'à la première alerte qui était fin août. Et au total, on a 8 Bacillus cereus et 8 services concernés. Et donc, dans l'analyse des dossiers, donc on est toujours sur les 2 cas d'infection locale sur Picagne à Bacillus cereus. On a un cas d'infection nosocomiale locale sur cathéter veineux central, mais à Bacillus thuringiensis, je ne sais pas trop bien le dire. Un cas sur 13, une infection liée au cathéter qui est bactériénique, donc sur une chambre implantable à Bacillus cereus qui est nosocomiale. Et puis, a priori, 9 cas sur 13 de contamination lors du prélèvement. Et heureusement, on a eu 0 décès. Donc après, je vous ai fait 2 diapos sur les hypothèses évoquées. Donc, parce qu'effectivement, avec Bacillus cereus, on parle de recrudescence estivale. Donc là je vous présente le scénario où on aurait eu éventuellement quand même une présence dans l'eau du réseau, combinée à une efficacité partielle du tunnel de lavage à la blanchisserie. Et pour illustrer, j'ai pris un exemple de lavette de bio-nettoyage. Donc, on imagine qu'on entretient nos surfaces avec nos lavettes. Elles passent dans notre tunnel de lavage avec une eau d'arrivée contaminée. Donc, on a une contamination de nos lavettes à ce moment-là. On a une aggravation du phénomène avec donc un recyclage de l'eau de presse, qui est non exempt de bacillus, et puis une persistance après passage au séchoir. Et puis donc une aggravation du phénomène à chaque cycle. Donc cette hypothèse, elle est non totalement rejetée parce que globalement, on a bien vu qu'en octobre, on n'avait pas de contamination d'eau de notre réseau, mais quid sur l'été, puisqu'on n'a pas fait de prélèvement auparavant. Donc la deuxième hypothèse, c'est toujours par rapport à la recrudescence estivale, mais avec une présence importante sur les surfaces, combinée donc à une efficacité partielle du tunnel de lavage de la blanchisserie. Donc, pareil, je vous ai fait le même scénario avec les lavettes de bio-nettoyage. Donc, on imagine donc notre entretien des surfaces contaminées plus qu'habituellement. Donc, on a une présence importante de bacillus sur nos lavettes sales, avec une persistance après passage dans le tunnel de lavage, une aggravation du phénomène toujours avec le recyclage de l'eau de presse, et puis la persistance après séchoir. Et puis j'ai rajouté également donc une aggravation du phénomène avec une présence de Bacillus cereus donc sur les surfaces de la blanchisserie, puisqu'on rappelle que c'est des locaux anciens qui sont non climatisés, avec une ouverture de fenêtres en période estivale, avec ces gros climatiseurs qu'ils ont installés, et puis le bio-nettoyage qui est un peu aléatoire. Et puis toujours une aggravation du phénomène à chaque cycle. Voilà pour les hypothèses évoquées. Donc, c'est notre hypothèse privilégiée. Donc là, je vous ai juste fait une diapo pour les principales actions pérennes suite à cet événement. Donc, par rapport au prélèvement sur les textiles d'entretien, donc on va rechercher le Bacillus cereus maintenant au niveau 2, comme le préconise la méthode RABC. On prélève l'eau d'entrée du tunnel et l'eau de presse en trimestriel.
On a toujours le respect de la limite de remplissage des filets pour les textiles d'entretien, parce qu'on sait que c'est la problématique aussi du brassage. Et puis, donc, abandon du climatiseur, vigilance sur l'ouverture des fenêtres, mais ça, j'ai quand même un peu des doutes sur la pérennité de cette action. Au niveau du bio-nettoyage, donc, ils ont conservé la personne dédiée, et donc, ça va être fait dans les règles de l'art. Au niveau du tunnel, ils ont abandonné définitivement donc, le linge qui stagne tout le week-end dans le tunnel. Et puis, donc, ils vont suivre les paramètres encore plus qu'avant. Mais actuellement, on a toujours un recyclage de l'eau de presse. Pour des raisons économiques, pour l'instant, ils ne sont pas prêts à arrêter ce recyclage. Et donc, ma dernière diapo, c'est en gros pour parler des difficultés rencontrées lors de la gestion de cette problématique. Donc, en gros, déjà pour notre équipe, donc, c'était la première confrontation à cette problématique donc de l'équipe actuelle, tout simplement parce qu'on a peu d'ancienneté. Moi, je suis arrivée il y a 2 ans et puis la majorité de l'équipe également. Et puis, en plus, on a 50%, on était en cours de formation, on vient juste de terminer. Par rapport aussi au traitement du linge qui est externalisé, donc effectivement, c'est un GCS à part, et donc on a moins quand même de visibilité sur les pratiques et les actions entreprises. J'ai des difficultés quand même. Alors, on a de bons contacts, de bons rapports, mais j'ai des difficultés à voir vraiment les dates précises sur les actions entreprises et des données claires sur les pratiques. Au niveau de notre laboratoire, donc ils étaient aussi en grande difficulté RH, donc on a eu quand même des difficultés pour planifier les prélèvements de contrôle, ce qui explique aussi un petit peu qu'ils sont quand même échelonnés. Et puis donc on a eu donc cette identification de bacillus externalisée avec un délai supplémentaire de rendu du résultat. Donc les difficultés rencontrées, on avait une absence d'antériorité sur la présence de Bacillus cereus, notamment sur les textiles d'entretien, puisque globalement avant ils rendaient systématiquement un germe non pathogène de l'environnement. Donc on ne sait pas on n'a pas d'historique et on ne sait pas au final depuis quand même combien de temps on avait un peu de Bacillus sur notre linge. Et puis on a une absence d'antériorité sur la présence de Bacillus dans l'eau d'arrivée du tunnel et dans l'eau de la presse, puisque on ne faisait pas de prélèvement de routine. Ça n'avait jamais été fait sur l'établissement. Et puis là, c'est juste par rapport à l'étude des dossiers. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a eu on est passé à Easily au premier semestre et globalement, voilà, on a les droits d'accès EOH restreints à l'époque, on a les onglets du laboratoire qui sont toujours très peu lisibles et on a une surveillance, on a perdu aussi sur la surveillance des voies veineuses qui était peu ou mal renseignée, donc je pense que ça s'améliore un petit peu, mais l'outil est moins adapté qu'on trouve que Crossway auparavant, mais on va peut-être réussir à le faire évoluer. Et voilà ce que je peux vous dire. Alors après, c'est une synthèse, c'est des grandes lignes, il y a eu quand même pas mal d'actions. Et merci de votre attention. Merci Gaëlle pour cette super présentation où tu nous décris un panel très très large avec toutes les difficultés, même les actions pérennes et tout ça, c'est bravo. Alors, on a prévu de laisser intervenir maintenant Caroline et Ousmane. C'est pas un hasard si on les a interpellés parce que l'un et l'autre ont été confrontés dans leur établissement à des situations de bacillus et donc ont eu à gérer aussi ce que a rencontré le CH Le Moulin, et donc ça nous intéressait de voir quelle approche ils avaient, ou en tout cas quelle lecture ils avaient de ton événement, Gaëlle, d'une part, et puis peut-être leur faire part de leur expérience et de leur événement. Et puis, donc vous n'hésitez pas, il y a déjà quelques questions sur le chat, et puis on essaiera d'aborder les questions là au fur et à mesure. Donc, peut-être vous complétez votre présentation, Caroline et Ousmane, et puis on vous laisse intervenir et nous faire part de votre lecture de cet événement et de ce que vous avez vécu. Merci. Merci. Oui, merci. Ousmane, tu veux commencer ou je... Comme tu veux. Bon, je vais commencer et puis Ousmane complétera. Donc, merci beaucoup pour cette présentation très précise des difficultés qui, je pense, peuvent être rencontrées par n'importe quel établissement. Effectivement, au CHU de Grenoble, on l'a rencontré aussi et vous avez très bien détaillé
toutes les actions que vous avez mises en place, les difficultés rencontrées, et je pense que c'est très aidant pour des établissements qui seraient confrontés à la même chose. Moi, je vais juste vous faire en quelques mots un bref résumé de l'expérience qu'on a à Grenoble, et puis des choses que je serais allée chercher en plus, ou en tout cas qu'on est allé chercher en plus pour préciser un peu le propos. Donc, nous, à Grenoble, en 2009, on a eu une épidémie importante en néonat, mais qui a touché des enfants. Et on a eu plusieurs bébés infectés ou bébés colonisés, et on a eu des décès, un décès d'un enfant à Bacillus cereus. Et à l'époque, c'était un environnement, c'était une nouvelle néonate, un environnement qui était très, très chargé en bacillus. L'entretien par bandeau n'était pas maîtrisé, et du coup, il y a eu un gros ménage de fait, si on peut dire, nettoyage des gaines de ventilation et modalités d'entretien des locaux revus. Ça, c'était en 2009. En 2010, pareil, des surfaces, mais là, dans tout l'hôpital, massivement contaminées avec du bacillus, dans les blocs opératoires, en néonat, mais aussi des bandeaux et des lavettes contaminés. Et là avait été revu effectivement tout le processus de blanchisserie avec les eaux de presse, leur recyclage, etc., etc., des montées en concentration, en température, la gestion des filets. Et on n'avait plus eu de soucis jusqu'en été 2019. Où là, pareil, on retrouve des bandeaux et des lavettes contaminés à Bacillus cereus. Alors, en été 2019, qu'est-ce qui s'était passé avant? On était passé en 2018 à peu près à l'entretien des sols avec des bandeaux microfibréaux. Donc, plus d'utilisation à partir de 2018 de désinfectants pour nettoyer les sols au CHU de Grenoble. Et du coup, une concentration des bandeaux différente, puisque le désinfectant n'était plus là pour éliminer, on va dire, les souillures. Et là, les bandeaux arrivaient chargés en poussière et probablement en bacillus. Et puis aussi, la blanchisserie nous a dit que 6 mois avant, ils avaient changé complètement, enfin, en partie, leur process de désinfection. Et du coup, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé. Alors nous, par exemple, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a prélevé des bandeaux juste au sortir de la blanchisserie, et on les a prélevés juste à l'entrée dans les services pour voir si c'était un problème de blanchisserie et un problème de transport. Et du coup, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait effectivement un problème en blanchisserie, mais aussi que le transport n'était pas forcément adéquat, ni le stockage dans les services. Et c'est quelque chose qu'on voit encore malheureusement. Des fois, les bandeaux sont mis humides dans des sacs plastiques et ne sont pas forcément enlevés de ces sacs plastiques pour être stockés dans les services. Et ça favorise aussi la multiplication des germes, puisque ils sont encore humides, ils stagnent ici, et ils peuvent rester. On a des services qui stockent des bandeaux depuis pas mal de temps. Donc, par rapport à tout ce que vous avez dit, moi, je ne vais pas réexpliquer plein de choses, mais des fois, le transport aussi est important, et souvent, c'est pas très bien nettoyé. C'est chariots de transport. Et puis aussi, dans les services eux-mêmes, leur dire de moins commander, ou en tout cas de commander ce dont ils ont besoin, et de faire tourner les stocks, quitte à, quand on a des bandeaux qui restent là depuis 15 jours, de les renvoyer à la blanchisserie, parce que on ne sait pas combien de temps ils vont rester encore. Et puis, pareil, nous, on a le même problème où finalement, pour certains prélèvements, le bacillus n'est pas forcément rendu, quoi. En tout cas, Bacillus cereus, nous, c'était pas rendu à la blanchisserie. On avait juste bacillus. Et c'est vrai que nos laboratoires, faut vraiment leur dire qu'on a besoin de cette identification. Et souvent, on se retrouve avec une absence d'ancienneté. Et du coup, c'est un peu difficile à gérer, parce que la situation, peut-être qu'elle perdure depuis un moment. Du coup, moi, c'était les précisions par rapport à cette description très complète que vous avez fait. Et la dernière précision que peut-être que je voudrais ajouter, notre blanchisserie, 6 mois avant qu'on ait des problèmes, elle avait changé les choses. Donc, forcément, pour gagner du temps, elle prenait 2 charges de 50 kilos en même temps au lieu d'une, et elle avait raccourci le temps de séchage à 18 minutes au lieu de 22. Donc, c'est vrai que
ça peut être difficile quand c'est un prestataire extérieur, quand on n'est pas sur place, quand voilà, c'est pas notre blanchisserie, d'investiguer ce genre de changement de paramètres, mais plus que la désinfection aussi des tunnels, des choses, tout ce que vous avez mis en place, hein, des fois, ils peuvent soumis à la pression, changer des paramètres et ça peut être très, très délétère. Donc, nous, effectivement, l'hypothèse qu'on avait par rapport à vos différentes hypothèses, c'est on prend des bandeaux qui sont encore plus chargés et puis le process est trop rapide en blanchisserie, trop humide et donc on renvoie des bandeaux déjà contaminés et puis c'est le cercle effectivement vicieux par rapport aux 2 hypothèses de contamination que vous aviez évoquées. Donc, je ne sais pas si Ousmane, j'ai dit quelque chose qui me paraissait important, le transport et l'investigation elle-même dans les services, les investigations complémentaires en blanchisserie et puis cette histoire d'identification. Peut-être que je te laisse la parole si tu veux ajouter aussi des choses complémentaires. Et merci. Moi, on se retrouve, je pense, au CHU de Clermont un peu dans vos 2 expériences, hein, avec des choses en commun et puis peut-être, oui, des choses un peu différentes, mais différentes, ça m'étonne. Enfin, pas réellement différentes, parce que moi, je pense fondamentalement que ces problèmes de bacillus, il y a plein d'origines. Donc, par rapport aux hypothèses, par exemple, de Gaël Cosmao, moi, j'allais dire, je retiendrai les 2 hypothèses. Je pense qu'il y a des deux origines. Il y a de l'eau, probablement, il y a des surfaces, il y a du défaut de maintenance à la blanchisserie, enfin. Et je pense que ça, c'est caractéristique du bacillus, parce que, comme disait Olivier tout à l'heure en introduction, moi, j'aurais presque tendance à qualifier ce germe comme un émergent. Pas forcément, alors c'est pas le germe, il existe depuis longtemps, mais je pense qu'on a de plus en plus de conditions qui font que ce germe prend et va prendre, à mon sens, de l'importance dans les années à venir. Alors, dans les expériences, là, ta dernière remarque, Caroline, moi, j'y souscris totalement, parce que nous, en fait, pour retracer un petit peu nos événements de cet été, nous, on a constaté des problèmes de bacillus tous les étés depuis de nombreuses années. Donc, notre point d'entrée, nous, c'est à chaque fois, sont les prélèvements de surface dans les blocs opératoires, puisqu'on a la caractéristique de faire pas mal de prélèvements de surface dans les blocs opératoires. Et depuis de nombreuses années, on s'aperçoit que, invariablement, à partir du mois de juin, on a des prélèvements de surface qui rapportent de plus en plus de bacillus. Alors, nous, j'y reviendrai là-dessus parce que je pense que c'est important, mais nous, on les identifiait à minima, les bacillus, c'est-à-dire que, alors on a un peu la même problématique que Gaël, c'est-à-dire que effectivement, on ne pousse pas l'identification. Alors, on rend parfois flore microbienne, non polymicrobienne, non pathogène, mais on essaye quand même souvent de faire une identification à minima, c'est-à-dire quand on rend flore polymicrobienne non pathogène, on regarde quand même si dans cette flore, il n'y a pas des bacillus. Et souvent, on mentionne la présence de bacillus, mais ça s'arrête là. On ne va pas identifier l'espèce. Donc, nous, notre point d'entrée, c'est invariablement ça tous les étés. Alors, on ne comprenait pas trop. Ousmane, excuse-moi, Ousmane. Oui. Est-ce que tu peux donner quelques précisions microbiologiques, puisque tu en étais juste à l'identification sur ce type de pathogène, parce qu'il a quand même quelques caractéristiques qui ne sont pas inintéressantes à préciser. Oui. Alors, excuse-moi, je t'ai coupé. Ce germe, en fait, j'ai l'impression qu'en plus on essaye ces dernières années avec le Malditoff de l'identifier, plus on complexifie les choses, puisque on a maintenant des identifications par Malditoff qui vont nous rendre Bacillus cereus, mais Bacillus cereus groupe. Et là, il y a une grosse nuance, c'est que le Bacillus cereus groupe qui est rendu par le Malditoff, il comprend le Bacillus cereus, mais il comprend plein d'autres
espèces de bacillus et qui sont des espèces environnementales. Donc c'est assez difficile parce que pour revenir à notre expérience de cet été, on a eu une nouvelle sollicitation et c'est ça qui m'a un petit peu inquiété cet été par rapport aux étés précédents, c'est qu'on a été sollicité par 2 services cliniques différents pour des infections à Bacillus cereus. Et quand je me suis un petit peu penché là-dessus avec les bactériologistes, en fait, c'est Bacillus cereus group. Donc, on ne sait pas si c'est du Bacillus cereus. Ça peut être du Bacillus thuringiensis. Ça peut être même du Penibacillus, parce que on a du coup, avec cette confusion sur l'espèce de Bacillus, j'ai demandé il y a quelques semaines de faire du séquençage pour avoir enfin une identification précise. Est-ce que c'est du Cereus ou est-ce que c'est d'autres espèces du Bacillus cereus group? Et alors, on a séquencé, enfin, on est en cours de séquençage de 8 souches. Et alors, la première, malheureusement, je pensais avoir les résultats pour aujourd'hui, mais je n'ai pas les résultats. Je n'ai qu'une souche qui a été identifiée comme Bacillus cereus group en Malditoff. Et quand on séquence, c'est pas du Bacillus cereus. C'est même pas du Bacillus, c'est du Penibacillus. Puisque en fait, et Gaël l'a évoqué, il y a maintenant du Penibacillus qui est très souvent identifié. En fait, c'est une refonte, on va dire, du genre Bacillus qui est assez récente. Et du coup, il y a des espèces qui étaient autrefois identifiées en Bacillus et qui sont maintenant identifiées en Penibacillus. Et là même sur la première souche, puisqu'on a donc une souche sur les 8 qu'on a envoyé à séquencer qui est revenue, et bien première souche de Bacillus cereus qu'on pensait Bacillus cereus group, identifiée dans une chambre de réa néonate où on a eu un cas cet été, et bien c'est pas du Bacillus cereus. Et j'avoue que j'ai beaucoup de questions, de questionnements sur les résultats des 7 autres souches quand je les aurai dans quelques jours. Donc il y a vraiment une difficulté d'identification de ce bacillus. Et donc je pense qu'il faut quand même être très prudent sur ce suivi de bacillus dans l'environnement. Alors, bon, je reviens un peu quand même à mon histoire, c'est-à-dire que on a ce qui nous a alerté cet été par rapport aux étés précédents, donc où on constatait toujours une augmentation du bacillus dans les prélèvements d'environnement, avec une explication qu'on avait fini par donner et qui rejoint tout à fait celle de Caroline à Grenoble. Et aussi celle de Gaël d'ailleurs, puisque finalement l'histoire du linge qui reste dans le tunnel là, pendant le week-end, je pense que c'est un facteur probablement important. Et nous, notre problème, c'était en fait un peu comme à Grenoble, c'est-à-dire qu'on avait du linge qui sort, alors des franges ou autres qui sortent ou des lavettes qui sortent de la blanchisserie, qui ont des quantités de bacillus qui sont pas nulles, qui sont pas forcément élevés, mais qui sont pas nuls, qui vont être stockés, qui vont être transportés, qui vont être stockés dans le service parfois pendant plusieurs jours avant d'être utilisés, avec des conditions donc de température l'été qui augmentent et donc une prolifération accélérée de ce bacillus dans ces lavettes qui sont stockés plusieurs jours et qui avaient un inoculum de base qui n'était pas nul. Et on se retrouve effectivement avec des lavettes qui sont bourrées de bacillus et qui vont tartiner du bacillus sur les surfaces qu'on va ensuite détecter par les prélèvements de surface qu'on fait au bloc opératoire, avec des DD dont on sait qu'ils ne sont pas sporicides sur le bacillus, enfin les DD habituels en tout cas, ne sont pas sporicides et notamment sur le bacillus, qui est quand même ce qu'il y a de plus résistant en termes de spores. Donc on avait identifié ça il y a 2-3 ans à peu près comme facteur principal.
Donc, on est intervenu auprès de la blanchisserie, c'est pareil, hein, c'est un GCS aussi, on a la main sans avoir vraiment la main. Et donc, on s'était aperçu, en fait, qu'en augmentant, enfin, ou en changeant en tout cas, les conditions de lavage pendant l'été, on avait convenu ça avec l'ancienne responsable de la blanchisserie, on avait réussi à juguler, on va dire, un peu le phénomène. Donc, on avait chaque été, pendant plusieurs étés successifs, au mois de juin, les programmes étaient modifiés. Alors, pour essayer de diminuer la quantité de bacillus. Et puis finalement, ces programmes, ils ont été pérennisés. Alors au départ, ils ne l'avaient pas été pour des raisons de coût, hein, tout simplement, parce qu'il fallait mettre plus de lessive, c'était plus cher. Donc on le faisait que l'été, et puis finalement, ça a été pérennisé. Bon. Donc on était là-dessus, et puis cet été, comme d'habitude, on revoit à nouveau des prélèvements positifs, des prélèvements de surface positifs dans les blocs. Sauf que là, cet été, on a en plus une alerte par des cliniciens sur l'isolement de Bacillus cereus, donc une bactériémie en néonate, et puis une bactériémie aussi quelques semaines après en hématoclinique chez un patient avec une leucémie et avec des abcès cérébraux. Donc, des hémocultures qui poussent à Bacillus cereus, alors cereus group, hein, mais quand le clinicien appelle, effectivement, il parle de Bacillus cereus. Et alors, les abcès cérébraux qui finalement ne pousseront pas. Mais bon, il y avait quand même une PCR positive des abcès cérébraux à Bacillus, je pense qu'on peut l'affirmer. Donc là, effectivement, je me suis dit, donc on a fait un signalement et c'est vrai que voilà, la question s'est posée. Jusqu'à présent, pour moi, c'était juste une contamination environnementale qui dérivait un petit peu l'été, mais sans conséquence. Et la question, on s'est posé pendant quelques jours ou semaines, la question du lien entre cette contamination environnementale et ces deux cas cliniques chez les patients. Bon, alors, honnêtement, j'ai quand même de gros doutes sur le lien entre cette augmentation de la contamination environnementale qui finalement n'est pas si nouvelle que ça, et puis les liens entre ces deux cas. Bon, deux cas qu'on peut de toute façon confirmer comme nosocomiaux, hein, puisque dans les deux cas, le patient d'hémato est hospitalisé chez nous depuis 3 semaines, et puis le nouveau-né était un grand prématuré. Donc, bon. Mais au final, on a plutôt écarté un lien entre cette contamination environnementale et, enfin, en tout cas, entre cette contamination du linge, de la blanchisserie, et la survenue de ces infections. On est en train de faire le séquençage aussi, bien sûr, de ces souches. Donc, on va séquencer les 2 souches cliniques, la souche d'hémato, la souche de néonate, quelques souches environnementales qu'on a isolées, toujours du Cereus group, hein, qu'on a isolées à la blanchisserie, dans l'environnement de néonate. On n'a pas isolé de Cereus group, mais bon, c'est peut-être juste qu'on n'a pas prélevé au bon moment, hein, ou au bon endroit, mais on n'a pas isolé de Cereus group en hémato. Mais donc, on va voir aussi, je pense, l'information qui sera donnée par le séquençage va être aussi intéressant. Je ne sais pas si on va confirmer les Cereus. Déjà, on va peut-être avoir des espèces différentes entre l'environnement et les souches cliniques. Bon, après, voilà, c'est le problème des prélèvements d'environnement qui sont le reflet juste d'un prélèvement intenté un jour J. Bon. Donc, moi, j'avoue que je ne sais pas trop quoi penser. Donc, on a eu aussi une augmentation globale des hémocultures positives à Bacillus.
Donc, les bactériologistes de Moulins ont contacté les bactériologistes de Clermont qui, du coup, ont fait une extraction. Et on a effectivement trouvé qu'entre le 1er janvier et le mois de juillet, ou oui, c'était même au mois d'août, je crois, le mois d'août, on avait 35 hémocultures positives à Bacillus, alors que les autres années, sur la même période, on en avait une quinzaine. Donc, on a doublé à peu près. En sachant que ce doublement, il vient surtout du mois de juin et du mois de juillet. C'est-à-dire que sur les premiers mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, on avait à peu près la même quantité d'hémocultures positives à Bacillus. Mais par contre, sur juin, juillet, un peu moins en août d'ailleurs, mais juin, juillet, on a eu effectivement une explosion, entre guillemets, des hémocultures positives. Alors, sans pouvoir dire s'il s'agit de contamination ou d'infection, hein. Mais on a eu une explosion, effectivement, des hémocultures positives sur cette période. Bon, voilà. Alors après, je sais pas jusqu'où on peut aller sur le lien entre... moi, ça me donne l'impression d'avoir globalement une augmentation de la contamination environnementale à Bacillus, qui se traduit effectivement dans les blanchisseries, qui se traduit sur la contamination du linge, qui se traduit aussi peut-être sur la contamination des prélèvements. Bon. Mais toujours est-il que dans un certain nombre de cas, ça aboutit quand même à des infections cliniques. Alors, ça serait quand même intéressant de savoir si toutes ces infections, enfin, qu'est-ce qui relève de la contamination et qu'est-ce qui relève, y compris nous dans nos 35 hémocultures, par exemple sur le début de l'année, qu'est-ce qui relève d'une contamination ou qu'est-ce qui relève d'une réelle infection. Bon, parce que peut-être que cette contamination environnementale, à certains moments, chez certains patients très fragiles, avec certaines portes d'entrée, va se traduire effectivement en réelle infection clinique, parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Moi, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle, c'est que avoir du bacillus dans l'environnement, c'est normal. Et qu'il ne faut surtout pas s'acharner à éradiquer le bacillus de l'environnement. C'est strictement impossible. C'est comme si on voulait, je ne sais pas, éradiquer les Escherichia coli du tube digestif, quoi. C'est le germe environnemental, par définition, celui qui survivra à tous les autres, parce que c'est le plus résistant. Enfin, moi, j'ai des collègues qui m'interpellent depuis, mais j'allais dire des décennies, depuis au moins 15 ans, sur l'augmentation des prélèvements à bacillus dans les blocs opératoires. Mais quelque part, je pense que quand on utilise des DD qui ne sont pas actifs de toute façon sur les bacillus, forcément, à un moment donné, ce germe, il prend de l'importance. Et je ne crois pas qu'il faille chercher à enfin, je suis sûr même qu'il ne faut pas le chercher et de toute façon, c'est impossible à l'éradiquer. Juste limiter, comme vous avez essayé de le faire, aux seuils qui sont fournis, notamment par la démarche RABC. Mais, et c'est déjà, honnêtement, nous, on est rarement en dessous de 12 sur 25 cm², hein, en blanchisserie quand on fait des prélèvements de linge. Et j'avoue que j'ai tendance à être beaucoup plus tolérant, jusqu'à 25, 20, 25. Alors, il n'y a pas que du bacillus, mais souvent une prédominance de bacillus. Et quand je reprends tous les prélèvements depuis des années et des années, on a toujours eu du bacillus. Toujours eu, sur le linge. Après, c'est vrai que voilà, quand on arrive à des 100 UFC, 150 UFC sur du linge, voilà. Donc, je pense que ces événements, ils ont aussi l'intérêt, pour nous en tout cas, mais j'ai l'impression pour vous aussi, ils ont l'intérêt de remettre les choses au clair au niveau de la blanchisserie. Il y a plein de choses qui dérivaient. Sur la nôtre, c'est pareil. Il y a plein de choses qui dérivaient. Donc, ça a permis de nous solliciter là-dessus, de les suivre. Donc, on faisait un suivi, mais je pense qu'on va renforcer ce suivi. Voilà. Après, savoir quel impact ça a réellement sur les patients, j'avoue que moi, je n'ai pas encore vraiment de réponse à cette question. Peut-être oui.
compléter Caroline. juste, il Après, y on passera a aux après, réponses aux on pourra questions du au chat. chat, oui, bien sûr. Oui, oui. Oui. Je voulais juste signaler un article qui est très intéressant, qui est paru dans PLOS ONE en 2018 et qui est français, ce qui ne gâche rien. C'est 39 souches qui ont été typées en fait un peu partout en France, enfin dans certains établissements, dont Chambéry et Grenoble. Et en fait, nos collègues parisiens ont essayé, je crois que c'était Paris qui lidait cette équipe, oui, ont essayé de regarder s'il y avait des liens entre les souches de l'environnement, les souches chez les patients, des liens entre les patients. Alors, en fait, ils avaient 39 cas de patients avec des histoires des fois incomplètes. Et en fait, ils se sont rendus compte que à 2 ans d'écart, par exemple, ils retrouvaient la même souche chez des patients. Et qu'ils ont pu montrer aussi un lien entre des souches de l'environnement et des souches chez un patient. Donc, c'est une étude intéressante parce que c'est quelque chose qui n'avait pas jamais été montré, des mêmes souches qui persistent avec autant d'écart et un lien entre l'environnement et le patient. Après, qu'est-ce qu'on peut faire de ces résultats en pratique? Je ne sais pas, mais c'était pour ajouter un petit peu à la discussion d'Ousmane. Donc, c'est le premier auteur, c'est Benjamin Glacet, G-L-A-2-S-E-T, PLOS ONE 2018. Et vous avez toute une investigation avec des informations intéressantes, bon, qui nécessitent peut-être d'être validées par d'autres études prospectives, puisque c'est vrai qu'ils avaient des choses un peu incomplètes. Mais c'est vrai que cet article n'était pas forcément très rassurant quand on se dit qu'il peut y avoir des cas, des souches qui restent malgré une désinfection adéquate, si les souches de l'environnement peuvent effectivement à des moments être retrouvées les mêmes chez le patient. Après, ça reste effectivement, comme dit Ousmane, des choses rares hein, et pour lequel, pour l'instant, on n'a pas tellement de mesures pratiques et de mesures de prévention strictes à indiquer en fait. Après, juste pour ajouter sur les blocs et la contamination des blocs, on avait fait une étude il y a quelques années qui était, enfin, les résultats finalement ils pouvaient être attendus, mais on faisait des semaines de désinfection des blocs opératoires de surface, donc avec le DD classique, avec un DD classique, bon. Un DD qui est très utilisé dans beaucoup d'hôpitaux en France. Et puis, on faisait une semaine avec l'oxyflore. Et avec le critère, c'était le bacillus. Et effectivement, les semaines à oxyflore, on avait beaucoup moins de bacillus, c'était très significatif sur les surfaces que les semaines sans oxyflore. C'est bon. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser l'oxyflore, mais en tout cas, c'est normal qu'on ait du bacillus quand on utilise, parce qu'il y en a partout dans l'environnement et quand on utilise des produits qui ne marchent pas sur le bacillus. Ça n'a rien d'étonnant. Donc, merci pour ces éclairages. Puis on voit que le problème est quand même multiple. Hein. Il y a plein de questions. On va passer aux questions du chat. Fernanda, tu nous dis, tu relances les questions du chat et puis n'hésitez pas s'il y a des questions en direct là qui peuvent venir, on vous écoute aussi. Alors, j'ai 3 d'affilée pour Madame Cosmao. Donc, je vais vous les énumérer et comme ça, vous pourrez répondre une à une. Donc, c'est sur votre présentation. Il y a Laurence Bedrikien qui demande si vous pouvez expliciter l'utilisation de l'eau de presse, si c'est l'eau de rinçage finale qui est utilisée pour le lavage suivant. Je vous pose les 3 parce que ça se suit. C'est quoi le niveau 2 de la méthode RABC? Et si vous aviez envisagé de nettoyer le nettoyeur vapeur avec le peroxyde d'hydrogène. Voilà. Alors, la première question, c'était pour le recyclage de l'eau. Oui, l'eau de presse, qu'est-ce que c'est au fait, l'eau de presse? Alors, l'eau de presse, c'est l'eau qu'ils utilisent. En gros, moi, alors, on m'a expliqué que c'était 50% d'eau neuve et 50% de l'eau qui provient des derniers compartiments qui sert
comment on appelle ça, à l'essorage du linge. Et après, c'est recyclé dans les premiers compartiments de lavage du tunnel. D'accord. Donc, en gros, juste pour voir si j'ai bien compris, c'est quand on va essorer le linge, c'est l'eau d'essorage. C'est On l'eau garde d'essorage. 50% qu'on recycle pour laver le linge le prochain. C'est bien Ouais. ça? Et il y a un D'accord. bac de récupération et effectivement, ça repart dans les premiers compartiments, hein, pas les derniers. Ok, Donc merci. ça, c'est la La question. première question. Ouais, la deuxième question, c'est dans le guide RABC là, qui est sorti en 2022. C'est parce qu'il parle en niveau 2 et le niveau 2, c'est quand on a dépassé le niveau cible des 12 unités formant colonie pour 25 cm², où là, il est précisé, c'est dans les annexes du guide, où il est précisé que dans ces cas-là, pour les textiles d'entretien, on va rechercher le Bacillus cereus. D'accord. Voilà. Et la dernière question, j'ai déjà oublié. C'est si vous aviez envisagé l'utilisation avec un nettoyeur vapeur avec du peroxyde d'hydrogène. Non, pour l'instant, ça n'a pas été envisagé parce que je crois que ça avait été refusé il y a pas si longtemps que ça, le nettoyeur vapeur. Au niveau des blocs, oui. Je suppose, au niveau de la blanchisserie, je ne sais pas, elle n'a pas spécifié, Laurence. Donc, je ne sais pas si Laurence était là, si tu veux compléter ou dire si ça a répondu à tes questions. Bon. Bon, on va passer à la suivante, si elle revient. Merci, Madame Cosmao. Alors, je pense que la prochaine, c'est peut-être Ousmane, parce que c'est lui qui en a parlé. Si c'est David qui demande si les pénibacillus est-il plus ou moins résistant et plus ou moins virulent en cas d'infection que les bacillus cereus? Honnêtement, je sais pas, mais je pense pas. Enfin, il n'y a pas eu d'études là-dessus. Pénibacillus, et je crois que ça a été en fait, vous savez, c'est toutes ces études de taxonomie avec des séquençages très complexes, etc., et qui finissent par, bon, mais ça a toujours existé, mais alors maintenant ça s'accélère, par finalement couper en plusieurs morceaux des genres bactériens ou des espèces bactériennes. Et donc, en fait, ce qui est Pénibacillus, alors il y a beaucoup d'espèces de Pénibacillus, étaient des bacillus il y a encore 3 ans. C'était des bacillus et ont juste créé un genre parallèle au genre bacillus. Je ne pense pas qu'il y ait en tout cas, ce n'est pas décrit dans la littérature, peut-être parce que c'est trop récent, mais je ne pense pas qu'il y ait des différences de virulence. Par contre, ce qui semble quand même assez net, c'est qu'on retrouve beaucoup de pénibacillus dans l'environnement. Que beaucoup de souches qui étaient identifiées jusqu'à présent bacillus dans l'environnement, dans le prélèvement de surface, soient en fait des pénibacillus avec la nomenclature actuelle. Je dis ça parce que notamment quand on a fait, nous, nos prélèvements en hémato dans l'environnement suite à notre cas en hémato, on a… alors, c'est une identification Malditoff, donc je me méfie un peu des identifications Malditoff des bacillus, mais le Malditoff nous a rendu beaucoup de pénibacillus. Tout ce qu'on aurait identifié il y a 3 ans en bacillus, le Malditoff a dit ça c'est un pénibacillus telle espèce, ça un pénibacillus d'une autre espèce, etc. Donc, je ne sais pas en termes de virulence, mais en tout cas, certainement une grande présence dans l'environnement. Merci. Là, c'est Catherine Chollet, au fait, qui dit que aussi qu'à Thonon, ils ont eu une contamination au bloc en juillet 2020 par les lavettes. C'était du Bacillus sp. Et il y a Jean-Christophe de la Rousière qui nous demande qui est capable de faire du séquençage en France. Oh ben, tout le monde, enfin tout le monde, non, pas tout le monde, mais toute plateforme de séquençage. Donc nous, on a une plateforme de séquençage, je pense comme pratiquement tous les CHU, hein, une plateforme de séquençage qui séquence tout, du staph, de la Klebs. Là, je leur ai demandé le bacillus, ils n'en avaient jamais beaucoup séquencé.
Bon, ils ont besoin de mettre un peu au point la technique, notamment pour extraction des acides nucléiques. C'est un peu plus compliqué avec le bacillus. Mais après, voilà, n'importe quelle plateforme de séquençage qui est expérimentée dans le séquençage bactérien peut le faire. Et après, de toute façon, l'identification des séquences, elle se fait sur des bases de données, des logiciels, je veux dire, universels. Donc, voilà, je pense que n'importe quelle plateforme de séquençage peut le faire. Il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de CNR, de Centre national de référence. Je ne sais pas si Caroline t'en connaît, mais je connais pas de CNR de bacillus. Non. Et nous, quand on a eu un cas récemment, bon, on n'avait pas gardé les souches de l'environnement, donc on n'a pas pu comparer, mais notre bactériologiste était un petit peu embêté de se demander qui pourrait lui faire ça, en fait. Du coup, je pense que ça mériterait d'être un peu creusé. C'était pas forcément très facile de savoir où les envoyer. Ouais. Non, ils sont très embêtés, les bactériologistes, avec ça. C'est vrai. Alors, bon, le nôtre, comme on a le CNR de la résistance aux antibiotiques, ils ont une plateforme de séquençage qui est peut-être assez performante, j'en sais rien, mais ils ont été partants pour le faire, même si effectivement ils ont plus l'expérience des grammes moins que des grammes plus, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est un germe qui pose problème aux bactériologistes, hein. L'histoire du Cereus Group et tout ça, honnêtement, c'est pas évident en termes de bactériologie, hein. Merci Ousmane. Il y a Cynthia Seguela qui demande si selon les normes RABC, est-il prévu des prélèvements d'eau eau de surface obligatoires? Et si oui, quand on est en convention avec un prestataire externe, est-ce qu'on peut demander le résultat de ces prélèvements? Alors, oui, Gaëlle, allez-y, parce que vous connaissez mieux que moi, peut-être. Non, mais globalement, c'est pareil. Dans le guide RABC là, qui est sorti donc il n'y a pas longtemps, il y a, pareil, dans les annexes, il parle bien de l'eau et des contrôles de l'eau et il donne les micro-organismes recherchés, les niveaux cibles, etc. Donc, ouais. Je pense que ça fait partie effectivement des bonnes pratiques, entre guillemets, dans le RABC. Nous, on fait des prélèvements de surface depuis quelques années. On ne fait pas de prélèvement d'eau, par contre. On en a fait un peu là pendant notre crise de cet été, mais on n'aime pas trop en faire, des prélèvements d'eau. Mais effectivement, dans la démarche RABC, c'est des choses qui sont conseillées. Après, moi, bon, voilà, moi j'ai toujours peur que l'on parte après sur des situations très compliquées à gérer et qui n'ont pas finalement un impact pratique forcément évident. Mais oui, la démarche RABC le recommande. Alors après, en cas de convention, bah, je ne sais pas comment ça se passe. Nous, on les fait en interne. Alors, même si c'est un prestataire externe qui gère notre blanchisserie, on les fait en interne. Et bah, pour toutes les raisons que j'ai exposées, je préfère les faire en interne que les sous-traiter, parce que ça sera plus facile pour moi à interpréter que si c'est fait par un externe. Mais j'imagine que c'est quelque chose qu'il faut prévoir dans la convention. Mais je pense qu'effectivement, si dans la convention, vous avez votre prestataire doit vous accompagner, enfin doit mettre en place une démarche RABC, forcément, il est obligé de faire des prélèvements, puisque ça fait partie de la démarche. Et pour information, Gwen va pouvoir me corriger, qui est notre infirmière hygiéniste à Grenoble et qui est plus particulièrement dédiée à la néonate. On a analysé, donc
depuis notre épidémie de 2009 qui avait été bien traumatisante, Marie-Reine Malaret avait mis en place une surveillance de nos chambres de néonates. Donc, on fait 10 prélèvements dans la chambre de néonates, enfin, surtout l'incubateur extérieur-intérieur, mais pas que, les bouches de soufflage. Et en fait, on fait en réa, c'est Gwen, je crois, un prélèvement tous les 3 mois. Chaque incubateur est prélevé tous les 3 mois. Et c'est moins fréquent pour la médecine intensive et les soins intensifs où c'est un tous les 6 mois, je crois. Et du coup, on a essayé de corréler sur 10 ans, en fait, ce qu'on trouvait dans l'environnement, puisqu'on en a quand même pas mal, et les infections chez les enfants. Donc, c'est un article que j'espère qu'on arrivera à publier un jour. Et en fait, on n'a pas de corrélation, quoi. C'est vraiment très difficile d'essayer de dire quand il y a de la présence de Bacillus cereus, il faut faire attention, il y aura peut-être des infections chez les enfants. Quand il y a trop de micro-organismes, faites attention. On a essayé plusieurs seuils et en fait, c'est vrai que l'environnement et l'épidémiologie chez les enfants est, enfin, pas du tout en lien, quoi, malheureusement. Donc, c'est vrai que se servir de ces prélèvements pour être alerté est pas optimal, ou en tout cas, on n'a pas encore trouvé la bonne fréquence, les bons seuils, les bonnes identifications à mon sens, ou je ne sais pas si c'est du tout un moyen efficace, quoi. Parce qu'on a on a 36 lits, Gwen, de néonates, ou enfin bon, on a une trentaine d'incubateurs, on fait ça depuis 10 ans. Vous voyez assez fréquemment, hein, un incubateur est prélevé 3 fois par an en réa, et bon, bah, c'est pas très probant, hein. Non, mais c'est intéressant, ouais, parce que c'est vraiment la question importante qu'on se pose. Et moi, on en fait pas, on en fait beaucoup moins de vous, des prélèvements d'incubateurs, mais je sais qu'on en avait parlé il y a quelques semaines là. Peut-être qu'il faudrait qu'on en fasse plus, mais je Bof. pense que la corrélation, elle est difficile à faire, hein, quand même. Ouais. Donc, moi, je vais essayer de publier ces résultats pour qu'ils soient disponibles pour tout le monde. Et c'est vrai que j'invite vraiment Gaëlle à faire, c'est très bien ce retour d'expérience, mais c'est vrai que il faut qu'on le diffuse et qu'un écrit reste peut-être. Donc, j'espère qu'au CEPIAS, je sais qu'on retrouve vos expériences et ces choses-là, mais c'est vrai que tous les établissements sont à un moment confrontés à ça, et de savoir qu'est-ce qu'on fait les autres, qu'est-ce qu'il faut faire en premier. C'est en tout cas une contamination de la vette, tout est contamination de surface au bloc opératoire. Si on sort du contexte de la néonate, qui peut des fois être un peu encore plus compliqué, c'est vraiment important qu'on puisse tous s'y référer, quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'on voit des collègues, je crois que c'est avec Franck-Olivier Malaval, je crois une fois on en avait discuté. J'ai l'impression que tous les établissements, comme tu le dis, sont confrontés à un moment donné à ces résultats, ce type de phénomène, avec des difficultés d'interprétation et d'analyse, savoir où ça va. Mais je pense que faire la corrélation, ça sera de toute façon difficile, parce qu'encore une fois, c'est tellement ubiquitaire, ce germe, le bacillus. Il y en a tellement partout. Je suis quand même aussi surpris dans les résultats de Gaël. Finalement, il y a beaucoup infections, entre guillemets, qui sont qu'on peut considérer comme communautaires. Alors, sauf si ce sont des contaminations au moment du prélèvement, mais des gens qui arrivent avec, on a l'impression. Oui, c'est ça. Parce que même quand on n'a pas vraiment, on a dit contamination vraisemblable du prélèvement, mais en tout cas, on a regardé si c'était communautaire ou nosocomial, et la majorité, c'était quand même communautaire. Donc, ça veut dire vraiment, il y en a partout. Il y a des périodes de l'année, alors il y en a toute l'année évidemment, mais des périodes de l'année où il y en a beaucoup plus, quoi. Visiblement. Donc, il y a Jean-Christophe, tu voulais prendre la parole. Bon, pour juste dire, Oui, Jean-Christophe nous parle du Sud. Lui, ils ont plus chaud que nous, alors peut-être qu'il y a des expériences plus intéressantes. Je suis un profil. Oui. Non, mais c'était pour rebondir. Je suis d'accord avec Ousmane sur. Nous, on a plein d'expériences avec des blocs contaminés, des réadultes contaminés. Il n'y a jamais de cas. Nous, on n'a jamais eu de cas d'infection derrière, sauf en néonate.
Et ça, c'est notre gros point noir. C'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Je viens un peu écouter ce qui se passe ailleurs. Moi, j'ai une réa néonate. Depuis 2016, j'ai 10 morts. Depuis 1 an, ils avaient réussi. Ils font que du sporicide maintenant. Ils ont du Tristel. Ils font que du sporicide dans cette réa. Ils faisaient des prélèvements mensuels. Tout était négatif. Depuis octobre, il y a des prélèvements qui se sont repositivés dans les vestiaires, dans les bureaux des médecins. Et fin novembre, un décès avec bactériémie à Bacillus cereus. Et ils ont fait les prélèvements du box, pouce-seringue, plasmère, clavier de l'écran positif, alors que tous les autres box sont négatifs. Donc, chez les tout petits préma, c'est vraiment grave. Chez les adultes, je pense que ça passe, mais chez les petits, il faut être vigilant quand même. Parce que je vous dis, moi, ça fait 10 morts et je suis désespéré qu'on ait de nouveau un mort cette année, alors qu'ils ont fait beaucoup de choses. C'était juste retour d'expérience à ce niveau-là. Oui, merci Jean-Christophe. Et c'est vrai que tu abordes le sujet qui a été effleuré quand même, enfin, plus qu'effleuré même, c'est la pathogénicité et la responsabilité dans les événements cliniques. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup et on voit dans bon nombre d'établissements l'alerte était au niveau des contrôles de bloc opératoire, puisque c'est là qu'on fait probablement le plus d'environnement de prélèvement. Néanmoins, infection de site opératoire à Bacillus cereus, je ne sais pas dans vos expériences, mais c'est quand même, il me semble, quelque chose qui reste rarissime. Donc ça corrobore un peu ton constat. Que c'est un pathogène opportuniste, vraisemblablement, et même dans les opportunistes, il va toucher des cibles très particulières. Chez nous, là, au CHU, ça avait été un patient sous chimiothérapie avec zéro immunité, vraisemblablement, et puis le prématuré chez toi. Et je crois que Caroline, les expériences que tu as eues aussi, il me semble que c'était dans ces secteurs-là. Donc c'est vrai que la pathogénicité pose question aussi, hein, dans les points d'interrogation, ça fait partie des choses qu'on va découvrir ou qu'il faut qu'on précise. Peut-être effectivement, je trouve l'enseignement intéressant de tout ça, c'est qu'il faut peut-être qu'on focalise nos efforts sur la néonate et pas sur le reste. Parce que bon, il ne faut pas qu'on se disperse non plus sur un phénomène ubiquitaire. Si le risque il est clairement identifié sur la néonate, la réa, les préma, etc., c'est peut-être vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et puis, bien sûr, on en profite aussi pour la remise à niveau des blanchisseries. Enfin, tout ce que vous avez fait et ce que nous, on essaye de faire aussi sur le suivi de la maintenance. On voit des opérations de maintenance, nous, qui n'avaient pas été faites, enfin des changements de contrats en cours. Donc, on a l'impression que le travail, il est fait à minima par le prestataire externe parce qu'il n'est pas sûr d'avoir le prochain marché. Enfin, il y a tout un tas de facteurs qui nous échappent un petit peu. Donc, ça, bon, ça nous permet de redresser ça. Mais après, moi, j'allais dire, les bacillus dans les blocs opératoires, c'est vrai que franchement, je me pose toujours la question, est-ce qu'il faut que j'en fasse quelque chose, quoi? Et peut-être qu'il faut qu'on s'intéresse plus, effectivement, quand je vois ce que disent Jean-Christophe et Caroline, à notre réa, à notre néonate. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on essaye de limiter au maximum la présence de bacillus. Oui, pour compléter, on a une étude clinique en cours au CHU de Grenoble où on prélève la peau des patients avant leur douche préopératoire quand ils arrivent à domicile. Et de façon très surprenante, on a trouvé à peu près 10% des patients qui sont pleins de bacillus quand ils viennent de chez eux sur la peau. Et effectivement, on n'a jamais d'infection du site opératoire par la suite à bacillus. Donc c'est vrai que plus on va le chercher, plus on va le trouver dans des endroits qui nous paraissaient un peu étonnants, parce que c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas du tout à en trouver là. Et je suis tout à fait d'accord. Concentrons-nous sur là où c'est le plus problématique et létal. Je vois dans le chat qu'on nous parle aussi de d'infection et de colonisation en néonate à la Croix-Rousse. À Bourgoin aussi, des bactériémies avec porte d'entrée pic. Alors pour la Croix-Rousse, c'était la responsabilité d'un test de désenfumage. Et pour Marie-Laure Valderon à Bourgoin,
besoin, c'était des poches de chimio contaminées à l'extérieur avec des contaminations manuportées lors des branchements, débranchements. Donc effectivement, on revient un peu aux précautions standards. Par contre, pour le test de désenfumage, est-ce que Madame Grisi peut nous en dire plus peut-être? Oui, Béatrice, si tu peux allumer ton micro, je te vois pas là dans l'écran, mais si tu as un micro et que tu peux nous raconter, enfin nous faire Vous part de m'entendez? ton expérience. Oui, on t'entend. Bonjour Olivier, voilà. En fait, Vas-y, je suis vas-y. par téléphone. D'accord, mais on t'entend très Euh, bien. oui, alors en fait, je ne sais pas si vous connaissez la néonatria néonate de la Croix-Rouge. C'est un open space de 50 berceaux. Il n'y a pas de traitement d'air, hein, donc ça explique quand même beaucoup de choses. Et nous faisons des prélèvements trimestriels d'environnement. Et c'était il y a 2 ou 3 ans, c'était avant le Covid. On avait sur un prélèvement trimestriel de septembre. Et là, je reviens sur la récurrence estivale, hein. Sur un prélèvement trimestriel de septembre, à peu près 40 prélèvements, il y avait tout était positif à Bacillus cereus. Et notre infirmière qui est un enquêteur hors pair, a relié ça avec un exercice de désenfumage qui avait eu lieu la semaine avant, où en fait, vous savez, ils font des chasses dans les couloirs. En fait, ça inverse, au lieu que ça aspire, ça souffle. En fait, ça prend l'air de la toiture et ça repart dans les services pour vérifier que ils font un enfumage comment dire, artificiel, et après ils vérifient qu'il y a bien des enfumages qui marchent. Donc à la suite de ça, on a mis une procédure pour encadrer ce désenfumage avec fermeture des portes, mise en place de bandeaux humides au niveau de sous les portes, même des sas pour nettoyer les filtres des bouches de ventilation, etc. Depuis, on en a moins, mais régulièrement, de façon récurrente, et notamment l'été, parce que les gens, enfin les personnels soignants travaillent sur 2 unités. L'unité d'hospitalisation qui est au 4e étage, et au 5e, c'est les bureaux et la salle de soins avec une belle terrasse. Et en fait, ils changent d'étage avec la même tenue, sans prendre de précautions particulières. Voilà, et puis on a les parents qui viennent de l'extérieur sans précaution particulière aussi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On a fait le lien et maintenant on contrôle ça. Et la dernière fois, on a carrément trouvé du bacillus dans un incubateur qui venait d'être nettoyé dans ce fameux 5e étage et stocké dans les couloirs. Voilà. Ok, merci Béatrice pour cette expérience, ce partage d'expérience. L'opération de désenfumage, on va retenir ça dans un coin quand même, hein. Un piège redoutable. Par contre, moi, puisque j'ai le micro, j'en profite. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu le retour de l'entretien des surfaces avec un sporicide. Donc, j'ai entendu au sud, c'est Tristel, donc c'est des lingettes. Et puis ailleurs, c'est de l'oxyflore. Nous, on a un produit incidine en spray, enfin en vaporisation. Et on se pose des questions sur la pollution, enfin le côté non développement durable de ce produit, s'il fallait le faire de façon régulière. L'impact environnemental, si on Voilà. commence à utiliser Et très pour largement ce les type de nouveau-nés, produit. quoi, enfin pour les prémas, quoi. Même Et s'ils pour les sont en prématurés. couveuse, voilà. Alors nous, Oui. à Grenoble, on n'utilise pas ce genre de produit. Ouais, on l'a pas utilisé que en cas de contamination massive. Sinon, quand on a un prélèvement positif, on leur demande immédiatement de nettoyer, de renettoyer, mais par contre de façon standard. Et puis on va faire des contrôles pour vérifier que c'est bien nettoyé. Donc des fois, il faut faire des contrôles de contrôle de contrôle. Mais globalement, une des solutions, nous, enfin voilà, on a changé une équipe ASH qui fonctionnait pas suffisamment. Ça permet aussi d'appuyer certaines choses. Donc, on a eu des renouvellements, une équipe plus impliquée. Et par contre, on n'utilise pas ça. C'est vrai
vrai que on se dit qu'un bio-nettoyage, voilà, c'est plus l'huile de coude hein, qui fonctionne que le produit. Après, je sais pas si Ousmane, tu as d'autres expériences de ce côté-là. Non, non, mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose et qui est importante parce que si on considère que voilà, il y a un risque, il faut qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse en termes de désinfection. C'est vrai que les produits sporicides, ils sont pas si nombreux et que forcément on va se poser la question, oui, de la toxicité. Donc, je sais pas, il y a peut-être d'autres moyens, et je pense que ça serait vraiment intéressant de voir. Est-ce qu'on pourrait utiliser, je sais pas, la vapeur, mais la question se pose aussi. Le problème, c'est en présence de l'enfant. Euh, quand il n'y a pas d'enfant, bon, on peut, mais quand en présence de l'enfant, c'est un petit peu c'est compliqué. Donc je sais pas, c'est vrai que je pense que sur des sports, de toute façon, c'est l'action mécanique, hein, comme tu dis, Caroline. Donc bon, euh, mais c'est pour ça, bon, sur les blocs opératoires, c'est pour ça que je me dis, il faut pas trop se focaliser là-dessus, parce que ça va nous entraîner à utiliser trop de produits, trop toxiques pour l'environnement, sans que ça ait un impact sur les patients. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du bloc opératoire. C'est pas ça qui doit, à mon avis, nous préoccuper. C'est la néonate. Mais c'est vrai que sur la néonate se pose la question de l'entretien des incubateurs. Mais La vapeur, certaines personnes dans le chat le disent. Nous, au CHU, on utilise la vapeur et c'est vrai qu'on a très bons résultats avec l'appareil vapeur. C'est quand même un moyen efficace. Alors après, ça prend beaucoup plus de temps que le nettoyage classique. Donc, c'est vrai que ça coûte moins cher en produit, tout ça. On a essayé de faire une étude médico-économique en termes de coûts personnels, c'est beaucoup plus long, quoi. Mais après, c'est vrai que le nettoyage vapeur, c'est une solution efficace, moins toxique pour l'enfant, pour l'environnement. Par contre, c'est vrai qu'il faut que vous ayez du personnel, peut-être plus nombreux et en tout cas bien soigneux, quoi. Être ASH, je pense, en néonate, il faut vraiment sélectionner des gens qui aient vraiment conscience déjà du bruit qu'ils font autour de cet enfant et puis vraiment que ça soit très très soigneux parce que c'est un univers particulier. Alors, on est à moins de 3 minutes de la fin de ce webinaire. On a dit qu'on respecterait le temps. Je ne sais pas s'il y a des questions brûlantes qui sont restées sans réponse. Il y en a plein, hein, sans réponse, on a bien compris, mais des questions brûlantes quand même que les uns et les autres auraient envie de poser. Pendant que vous réfléchissez, moi j'ai entendu Ah oui, Fernanda a une question. Alors vas-y, Fernanda. Moi, j'ai une question parce que c'est quelque chose quand Madame Cosmao elle parlait de ces bactériémies, on a réfléchi, c'est juste une question comme ça parce que c'est un sport, le bacillus. Apparemment, on dit pour l'environnement, c'est bien l'huile de coude. La place des solutions hydroalcooliques. Parce que je vois pour, pour Marie-Laure Valderon qui parlait des poches et qui est contamination manuportée lors de branchements et débranchements, c'était leur hypothèse. Parce que c'est quelque chose qu'on avait discuté avec Madame Cosmao aussi à l'époque et on s'est posé cette question au fait. Je ne sais pas, vous avez des avis sur ça ou pas? Merci Fernanda. Désolée Ousmane, hein, mais voilà, c'est juste une réflexion parce que c'est vrai que bon, est-ce que on sait, voilà, est-ce que c'est vraiment efficace ou T'as pas? 2 minutes, enfin vous avez 2 minutes pour répondre. Je sais pas, Ousmane, tu veux? Oui, vas-y. Non, moi j'ai pas de. La question mérite d'être posée, mais je sais pas. Mais je me la suis posée aussi. Hein. À Grenoble, on fait peut-être quelque chose qui n'est pas très consensuel. Nous, on gère les Clostridium difficile avec la solution hydroalcoolique. On ne fait pas de lavage des mains systématique à l'eau et au savon. On suit tous les Clostridium difficile, on avertit, on regarde s'ils sont isolés. C'est un gros travail de l'équipe infirmière et on n'a pratiquement jamais, je dis pas
de transmission. Et du coup, c'est vrai que c'est pas les recommandations françaises. Par contre, c'est les recommandations européennes qui disent qu'on peut gérer un Clostridium difficile avec la solution hydroalcoolique, sauf en cas d'épidémie, où là, il faut que tout le monde se mette à se laver les mains à l'eau et au savon. Donc moi, c'est clair que les Clostridium difficile, on les gère comme ça, on les suit, on n'a pas de souci. J'aurais envie de dire, je vois pas pourquoi ça serait différent sur la spore du bacillus. Après, voilà, c'est pas forcément consensuel partout, mais un retour d'expérience. Je pense que le plus important, c'est vraiment de suivre ça, effectivement, d'être très réactif quand on a un cas soit d'infection sur cathéter nosocomial, soit d'infection ou de colonisation en néonate. Et là, vraiment d'intervenir vite pour voir s'il n'y a pas un problème de blanchisserie, un problème de bio-nettoyage. Mais pour l'instant, c'est vrai que nos prélèvements d'environnement, le lien avec la pathogénicité chez les malades, il est effectivement un peu discutable. Alors, bon, quand les lavettes et les bandeaux sont contaminés de partout, il faut faire quelque chose, bien sûr, mais restons un peu proactifs sur ces signaux cliniques. Et puis, essayons, oui, on verra ce que l'avenir nous réserve en termes d'études pour prouver et essayer de voir si toutes ces mesures sont efficaces ou pas, quoi. Non, mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas trop. Bon, alors après, moi, la spore de Bacillus est quand même beaucoup plus résistante que la spore de Clostridium. Donc, bon, mais j'allais dire, c'est aussi une question d'inoculum. Je pense que, bon, pour les Clostridium, on a des inoculums qui sont énormes. Je pense que, voilà, l'action, elle n'est pas importante, mais elle n'est pas nulle. Donc, je pense que là, on est vraiment sur des inoculums qui sont probablement quand même assez faibles, et donc avec une hygiène des mains, avec une solution hydroalcoolique, je pense qu'on doit pouvoir quand même réduire suffisamment, même si c'est vraiment de quelques dixièmes de log, j'allais dire, mais réduire suffisamment pour éviter le risque. Donc, mais bon, c'est vrai qu'en théorie, la situation n'est pas confortable. Et je précise, parce qu'il y a une question dans le chat, bien sûr, on met des gants pour gérer les Clostridium difficile. Voilà, ce qui rejoint l'idée de l'inoculum peut-être, effectivement, Voilà. évoqué Ouais. par Haussmann. Ouais. Bon, même si on a peut-être envie d'échanger sur d'autres choses, on va mettre fin à cette visio. En tout cas, juste avant de finir, j'ai retenu quand même cette idée. Peut-être qu'on a du travail et on proposera à d'autres, on va voir, une fiche conduite à tenir en cas de prélèvement bacillus positif, que ce soit l'environnement ou des événements cliniques, parce qu'on voit que ça soulève des questions qui ne sont pas évidentes lorsqu'on n'a jamais été confronté à cette. Donc peut-être qu'il y a une fiche d'aide qu'on pourrait diffuser. Peut-être qu'on vous demandera aux uns aux autres de participer à cette rédaction. Enfin, on va voir sur le CEPIAS si on peut faire ce travail-là. Et puis, encore une fois, merci à Gaël d'avoir joué le jeu d'ouvrir ses portes. Et puis à tous d'avoir participé pour échanger ces expériences sur un phénomène qui n'a pas fini de nous préoccuper, j'ai l'impression quand même. On aura pas mal de choses à échanger là-dessus. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et évidemment de bonnes fêtes de fin d'année à tous, et puis à d'autres webinaires. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.